La psychologie d'un dirigeant peut-elle vraiment prédire l'avenir de tout un pays? C'est une question fascinante. Aujourd'hui, on va justement décortiquer une analyse assez audacieuse qui tente de faire exactement ça en se penchant sur un potentiel second mandat de Trump. Alors, tout commence avec cette phrase. Écoutez bien les mots, je n'aurai pas d'autre choix. Selon l'analyse qu'on étudie, ce n'est pas juste une figure de style ou une promesse de campagne comme une autre. Non, c'est vraiment le langage de quelqu'un qui se perçoit comme étant poussé par une sorte de force presque inévitable. Bon, pour vraiment saisir la logique de cette prédiction, il faut d'abord regarder le point de départ, son fondement. Et ce fondement, c'est un concept psychologique très précis qui est vraiment la clé de voûte de toute l'analyse. Ce concept, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'hubris. L'idée, c'est que quand un dirigeant reste au pouvoir trop longtemps, sa personnalité peut carrément changer. Il peut devenir méprisant face au conseil, avoir une confiance en soi démesurée. Bref, c'est cette grille de lecture psychologique qui va nous servir de guide pour comprendre toute la suite. Ok, alors concrètement, qu'est-ce qui serait si différent cette fois-ci? L'analyse avance une idée vraiment centrale. Imaginez le premier mandat, mais sans aucune des contraintes, sans aucun des garde-fous qui existaient à l'époque. Et justement, en parlant de garde-fous, l'analyse cite des noms comme Mattis, Tillerson, Kelly. Ces figures sont présentées comme des institutionnalistes, des gens qui, de l'intérieur, auraient intercepté, ralenti, voire carrément ignoré certains ordres jugés, disons, dangereux ou imprudents. C'était une sorte de contre-pouvoir interne. Et c'est là que le contraste est vraiment frappant. Parce que, selon cette analyse, la grande leçon tirée du premier mandat n'a pas été l'humilité ou la modération, bien au contraire, la leçon aurait été qu'il faut éliminer toute forme de résistance interne. L'objectif pour un second mandat serait donc limpide, s'assurer qu'il n'y ait plus aucun garde-fou. Bon, d'accord. Mais comment s'y prendre pour construire une administration pareille? L'analyse qu'on décortique met le doigt sur deux mécanismes bien précis pour y parvenir. Le premier outil, c'est ce qu'on appelle l'annexe F. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un décret qui permettrait de reclassifier des dizaines de milliers de fonctionnaires pour qu'ils deviennent licenciables sur le champ. Le but est clair, pouvoir se débarrasser de tous ceux qui ne sont pas jugés assez loyaux et donc vider l'administration de son expertise indépendante. Et une fois ces postes vidés, qui mettre à la place? L'analyse pointe vers une initiative très structurée, le projet 2025. Ce n'est pas juste une idée en l'air, non. C'est présenté comme une véritable machine de recrutement déjà à l'œuvre pour identifier et préapprouver des milliers de personnes. Et le critère de sélection numéro 1, le seul qui compte vraiment, la loyauté absolue. Donc une fois cette administration de loyalistes mise en place, la machine serait prête. Et selon la prédiction, le programme se déroulerait alors en deux grandes phases. La première phase, c'est la rétribution. L'analyse insiste sur le fait que cette promesse « je suis votre rétribution » doit être prise au sens littéral. Il s'agirait de régler les comptes, tout simplement, de solder toutes les rancunes accumulées. Et l'appareil d'État serait alors utilisé pour cibler une liste très précise de personnes. On parle de procureurs, de juges, de témoins clés et même de républicains qui ont été critiques. Selon cette perspective, le but ne serait pas tant de gagner des procès que d'utiliser la procédure judiciaire elle-même comme une arme, une forme de punition. Après cette phase de rétribution, viendrait la phase de consolidation. Une fois que toute l'opposition interne à l'administration est purgée, l'analyse prédit que l'attention se tournerait vers les contre-pouvoirs externes. On parle ici des médias, de la justice, du Congrès. L'idée serait de les affaiblir systématiquement. Alors, au bout du compte, où est-ce que tout ça nous mène? Quelle est la trajectoire finale d'après cette analyse? En politique étrangère, la prédiction est que tout deviendrait personnel. Complètement. Les alliances traditionnelles basées sur des valeurs ou des intérêts communs, mises de côté. À la place, on aurait une politique qui récompense les dirigeants autoritaires qui flattent, Poutine, Xi, Orban, et qui punit les alliés démocratiques historiques qui oseraient critiquer. Les conséquences potentielles décrites sont énormes. On parle d'un affaiblissement, voire d'un abandon de l'OTAN. L'Ukraine pourrait être sacrifiée dans le cadre d'un accord personnel avec Poutine. Bref, ce serait le démantèlement de l'ordre international d'après-guerre, remplacé par une série de deals personnels au cas par cas. Et sur le plan intérieur, quel est le point d'arrivée? L'analyse utilise un terme très précis, l'autoritarisme compétitif. C'est un système qui garde toutes les apparences de la démocratie, il y a des élections, des partis, etc. Mais en coulisses, le système est tellement verrouillé en faveur du pouvoir en place que l'opposition n'a quasiment aucune chance de gagner. L'analyse se conclut sur cette phrase, un peu comme un proverbe antique, « Le caractère est le destin. Maintenant vient le destin ». C'est une façon de dire que tout ce qui a été observé et documenté par le passé n'était qu'un prologue, et que maintenant, selon cette prédiction, viendrait la conséquence logique de ce caractère, une conclusion assez directe qui laisse songeur.